Alors, quand on pense à la magie, on a tout de suite une image en tête, pas vrai? Un sorcier, seul dans sa tour, une baguette, une formule un peu bizarre. Mais et si cette image était complètement à côté de la plaque? Si la magie, au fond, n'était pas l'affaire d'une seule personne, mais la création de toute une société? C'est la question un peu folle que pose le sociologue français Marcel Mauss, et sa réponse, croyez-moi, elle a de quoi nous secouer. Au fond, la question, elle se résume à ça. Est-ce que le pouvoir vient vraiment du sorcier ou est-ce qu'il vient de la façon dont les autres le regardent? Est-ce que c'est un exploit personnel ou une conviction partagée par tout le groupe? C'est vraiment ça le cœur du débat. Allez, première étape, on met de côté tout ce qu'on croit savoir. Pour vraiment piger ce qu'est la magie selon Mauss, il faut dépasser l'image d'Épinal et chausser des lunettes de sociologue. Il faut savoir qu'avant Mauss, la vision des choses était, disons, plus simple. Des penseurs comme James Frazer expliquaient la magie par des lois psychologiques assez basiques. D'un côté, la magie imitative, le semblable, agit sur le semblable. Voyez le truc, on pique une poupée pour blesser quelqu'un. De l'autre, la magie contagieuse, ce qui a été en contact reste lié. On agit sur des cheveux, par exemple, pour atteindre leur propriétaire. Pour eux, c'était juste une grosse erreur de logique. Et c'est là justement que Mauss arrive et dit « Attendez une minute ». Pour lui, cette définition est beaucoup trop réductrice. Et les incantations alors? Les rites avec les esprits, les démons, on en fait quoi? Toutes ces pratiques que les gens appellent magie, eh bien on les ignore complètement. Pour Mauss, voir la magie comme une simple erreur de pensée, c'est passer à côté de l'essentiel, sa dimension profondément sociale. Alors maintenant, penchons-nous sur le personnage central de cette histoire, le magicien. Mais qui est-il au juste? Et d'où vient son fameux pouvoir? Là encore, la réponse de Mauss va à contre-courant de nos idées reçues. Et voilà le point absolument crucial. Le pouvoir du magicien n'est pas inné, il n'est pas personnel, pas du tout. C'est la société qui le lui donne, ce pouvoir. Son efficacité ne vient pas de ses dons, mais de la croyance collective qui l'investit. En gros, il est magicien parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il en est un. Ok, mais concrètement, de qui parle-t-on? Qui est-ce que la société désigne comme magique? Eh bien souvent, ce sont des personnes qui sont à part. Pensez-y, les forgerons qui maîtrisent le feu et le métal, les bourreaux qui sont en contact avec la mort, les femmes dont le cycle de vie est perçu comme entouré de mystères, ou même les prêtres d'une religion qui a été vaincue. Leur pouvoir ne vient pas d'eux-mêmes, mais de leur position en marge. C'est parce qu'ils sont différents que la société leur imagine des forces cachées. Bon, on a vu le magicien. Maintenant, regardons ce qu'il fait. Le rite. Et attention, on est très loin de l'improvisation. C'est une véritable performance, un spectacle social hyper structuré. Un rite magique, ça ne s'improvise jamais. Ça suit un protocole strict, c'est presque une pièce de théâtre qui ressemble d'ailleurs beaucoup à une cérémonie religieuse. D'abord, il y a des rites d'entrée pour se purifier, se mettre en condition, se couper du monde normal. Ensuite, bam, l'acte central, l'opération magique elle-même. Et pour finir, super important, les rites de sortie pour revenir au monde ordinaire sans prendre de risques. Toute cette mise en scène, ça prouve une chose. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un acte collectif avec ses codes et ses règles. D'accord, mais qu'est-ce qui fait tourner toute cette machine? C'est quoi le carburant de la magie? Pour Mauss, c'est une idée, un concept un peu abstrait, une sorte de croyance partagée en une efficacité pure, une force. Ce concept, Mauss va lui donner un nom qu'il emprunte au peuple de Mélanésie, le mana. Attention, le mana, ce n'est ni un dieu ni un esprit. Imaginez ça plutôt comme une sorte de puissance ambiante, une énergie neutre. C'est le truc en plus qui fait qu'un filet de pêche est particulièrement bon, qu'une flèche atteint toujours sa cible ou qu'une formule de guérison fonctionne. C'est l'idée même du pouvoir à l'état brut, qui peut venir se coller à des gens, des objets ou des paroles. Et le plus fascinant, c'est que cette idée de mana, eh bien, on la retrouve absolument partout. Mauss se rend compte que c'est une catégorie de pensée universelle. Chez les Iroquois, ça s'appelle Orenda, c'est le pouvoir contenu dans un champ. Chez les Algonquins, c'est le Manitou, la force qui habite les choses étranges. Dans l'Inde ancienne, c'est le Brahman, la puissance du rituel. Des noms différents, mais au fond, c'est toujours la même idée. Une force impersonnelle qui explique pourquoi les choses marchent. Et là, on arrive vraiment au cœur du raisonnement de Mauss. Réfléchissons 2 secondes. Si le magicien tire son pouvoir de la société, si le rite est une performance sociale, et si le mana est une idée collective, alors la source ultime, la véritable origine de la puissance de la magie, c'est la société elle-même. C'est ici que le système devient génialement circulaire. Et c'est ce qui le rend si solide. La magie, en fait, n'a pas besoin de preuves pour fonctionner. C'est même l'inverse. La croyance vient avant la preuve. Si un sortilège rate, personne ne se dit « Ah, la magie, ça ne marche pas ». Jamais. On va plutôt dire « J'ai dû faire une erreur dans le rituel » ou alors « C'est la faute d'un autre sorcier, il y a un contresort ». Le système est blindé, il s'auto-protège en permanence contre la réalité.
Et tout ça amène Mauss à sa conclusion, sa phrase peut-être la plus célèbre. En définitive, c'est toujours la société qui se paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien que la magie, c'est un grand miroir. C'est un système dans lequel la société projette ses espoirs, ses peurs, ses désirs, et ensuite elle interprète le monde comme si celui-ci lui répondait. C'est un dialogue en circuit fermé, un dialogue que la société entretient avec elle-même. Et ce qui est fou, c'est que cette théorie, elle a plus d'un siècle, mais elle est d'une actualité brûlante. Ça nous force à nous demander, aujourd'hui, quels sont nos manas à nous? La confiance des marchés financiers, la valeur d'une marque de luxe, l'influence d'une célébrité sur les réseaux. Tout ça, au fond, ne sont-ce pas des forces invisibles, des croyances collectives qui n'existent que parce qu'on y croit tous ensemble, des sortes de manas modernes qui façonnent notre monde? La question, en tout cas, mérite d'être posée.